soso. Tokomi wapi. Est-ce que moi si na économie na ye akoki pe kopesa mobali mbongo po aya kodoter? Alors monsieur Papi pour être en mesure de faire quel travail dans la vie? Voilà les raisons. Parce que la plupart des gens, ils parlent, mais ils ne savent pas quelles sont les véritables raisons. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Et pour les bons, prenons les plus belles élans, dans la mer on fait plantant, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'âme donnée. Nous voici réunis en série dans ce cadre en marge de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. L'Union démocratique africaine originaire, parti politique, membre de la dynamique de l'opposition et du rassemblement des forces acquises à son logement, a tenu à vous faire part de cette réflexion, à vous associer à célébrer cette journée avec sa jeunesse sur une thématique dont vous avez déjà sur les invitations. En fait, l'idée de commémorer la journée internationale de la jeunesse n'est pas très vieille. C'est seulement en 1999 que l'Organisation des Nations Unies a voté une résolution qui faisait suite à la recommandation des conférences mondiales des ministres de la jeunesse qui était tenue à Lisbonne en 1998, du 8 au 12 août 1998. C'est cette conférence des ministres de la jeunesse qui avait voté une recommandation, et laquelle recommandation a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, désignant le 12 août comme journée internationale de la jeunesse. Et cette journée est célébrée à travers le monde entier, dans toute la jeunesse, quelle que soit sa couleur, quelle que soit ses orientations, quelle que soit sa couleur politique. Voilà pourquoi la Ligue des jeunes de l'IDEA a tenu aussi à organiser, à commémorer cette journée, bien entendu, au-delà du 12, parce que nous n'avons pas eu le temps de le faire en temps utile. Mais comme nous sommes encore dans le mois d'août, nous avons voulu célébrer cette journée en ce jour. Avec l'objectif qui avait conduit l'ONU à pouvoir désigner cette journée, c'était de réveiller la conscience de la jeunesse, développer et promouvoir la jeunesse sur des actions ou des programmes qui sont divisés en 10 thématiques. Il y a l'éducation, il y a l'emploi, la santé, l'environnement, la pauvreté, la délinquance juvénile, et il y a plusieurs thèmes. Et les 10e thème, c'est ce qui nous intéresse. Parce que c'est dans le cadre de ces thèmes que nous visons notre sujet de ce jour. Participation. Parmi les thèmes que l'ONU a prévus, il y a la participation effective des jeunes dans la vie de la société et dans le processus de prise de décision. Et si vous regardez bien la thématique qui a été choisie aujourd'hui, elle corrobore bien avec ces 10e thématiques qui a été prévue et décidée par l'Organisation des Nations Unies. Nous nous excusons encore une fois de plus pour le retard avec lequel nous commençons notre manifestation d'aujourd'hui. Mais faute de temps, vous allez nous excuser, nous n'allons pas nous étendre dans la présentation du parti pour pouvoir laisser le temps à notre orateur, l'invité le professeur Chiban Kalala qui est là, qui va lui entrer dans le vif du sujet pour
nous parler de notre sujet et du thème que nous avons retenu pour ces jours. Donc, souffrez et que nous ne puissions pas, comme c'était prévu dans le programme du départ. Donc, sur ce, je vais retourner la parole au modérateur pour pouvoir laisser le temps à notre orateur. Merci beaucoup. À l'université de Kinshasa et dans bien d'autres universités du pays. Il n'est pas seulement enseignant, il est également avocat, brillant avocat au barreau de Bruxelles et au barreau de Kinshasa. Il est aussi président d'un parti politique, Manjuma. Voilà en quelques mots la personne en face de vous. Vous les connaissez bien. Voilà pourquoi je vais, sans plus tarder, remettre la parole à l'orateur pour le début de la conférence débat. Merci. Je vais tenir le micro, mais ça suffit comme ça. Vous allez tenir. Hein. Voilà. Mesdames et messieurs, je tiens d'abord à vous remercier d'être venus aussi nombreux pour assister à cette conférence débat. Je dois la présence devant vous de Martin Bourgogne qui m'a demandé de venir partager avec vous quelques informations concernant le rôle de la jeunesse de notre pays en ce qui concerne l'alternance démocratique compte tenu des défis que nous avons dans notre pays aujourd'hui. On peut dégager votre avenir. Je m'excuse aussi pour le retard avec lequel je suis présenté ici. Mais je ne sais pas ce qui se passe dans cette ville. Chaque vendredi, on a des problèmes d'embouteillage énormes. On n'arrive pas à circuler facilement. C'est ce qui explique pourquoi je me suis présenté de nouveau avec ce retard. Et je me demande de bien vouloir m'en excuser. Le rôle de la jeunesse, ça me plaît, dans le processus d'alternance démocratique, moteur du renouvellement de la classe politique, défis et perspectives d'avenir, bien entendu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Qu'est-ce que je veux vous dire à ce sujet? Donc, commençons peut-être par nous mettre d'accord sur le vocabulaire, sur les termes que nous allons utiliser. Jeunesse. Qu'est-ce qui signifie jeunesse? On va définir le mot jeunesse par rapport à l'état civil, donc l'âge. Dans certaines conventions internationales, on dit que la jeunesse regroupe l'ensemble des jeunes hommes, des jeunes filles, âgés entre 18 et 35 ans. Donc, si vous avez l'âge 18-35 ans, c'est pas là, c'est déjà la jeunesse dont on parle ici. Mais aussi, il y a une autre définition. On peut dire que la jeunesse, ce n'est pas une question de l'état civil. L'âge. La jeunesse, c'est l'état d'esprit. On peut être âgé à 20 ans, 15 ans, 25 ans, 30 ans. État d'esprit. Tout comme on peut être jeune de 25 ans, de 30 ans, mais sur le plan du comportement, conduite, de l'état d'esprit, on peut se comporter comme un vieillard. Mais, rentrons dans le sujet, quand nous parlons de la jeunesse ici, voyons le concept d'état civil, l'âge, 18 à 35 ans. Deuxième mot qu'il faut définir,
c'est l'alternance démocratique. Avant de parler de l'alternance, parlons de la démocratie. Qu'est-ce qui signifie démocratie? Dans le mot démocratie, il y a deux mots là qui nous viennent de la langue grecque. Demos, qui signifie peuple. Kratos, qui signifie pouvoir. Donc démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et ce concept de démocratie a été bien défini par le président américain au XIXe siècle, sur le champ de bataille d'ailleurs, pendant la guerre civile américaine. C'est le célèbre Abraham Lincoln, que l'actuel président Obama considère comme son modèle. Le jour où Obama a été élu président, il est allé au monument d'Abraham Lincoln pour visiter parce qu'il prend Abraham Lincoln comme son modèle. Alors, Abraham Lincoln a bien défini la démocratie en 1863, le 2e siècle, sur le champ de bataille à Gettysburg. Et c'est cette définition qui est reprise dans beaucoup de mains, même y compris dans la Constitution française actuelle, la 5e République, ils ont repris cette définition. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'était dans une phrase lyrique d'Abraham Lincoln, disant « Je suis sur le champ de bataille ici, il y a eu des morts, qui ont livré leur sang, sont morts sur ce champ de bataille, pour que le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, ne puisse jamais disparaître de la terre. » Donc voici, c'est ça la démocratie. Deuxième mot, alternance. Qu'est-ce que signifie alternance démocratique? Selon les politologues, on dit qu'il y a alternance dans un pays en politique lorsque un groupe politique quitte le pouvoir et il est remplacé par un autre groupe politique. Une famille politique qui est régnée quitte le pouvoir, battu aux élections, et une autre famille politique prend la place. Les socialistes sont au pouvoir. Demain, ce sont les libéraux qui prennent la place. Hier, aux États-Unis, c'était les républicains avec George Bush, etc. Aujourd'hui, ce sont les démocrates avec Obama. Donc il y a alternance chaque fois qu'il y a une famille politique, un parti politique qui est au pouvoir, il est battu, remplacé par un autre. Mais ici, selon les journalistes, parce qu'il raconte pas mal de choses, l'opinion publique, croit qu'il y a alternance, lorsqu'il y a un président qui était là s'en va et une autre année. Mais si ce sont des présidents qui appartiennent à un même parti politique, l'un part et l'autre arrive, il n'y a pas véritablement d'alternance parce que c'est la même famille politique qui continue. C'est le même parti, ce sont les mêmes hommes, avec les mêmes idées, probablement avec le même programme de manière générale. Et donc, il y a un débat sur le plan scientifique pour que ce n'est pas ça l'alternance. L'alternance, si Kabila quitte le pouvoir aujourd'hui, et moi, avec mon frère Martin et Michel Boufa, nous sommes sur le champ de bataille avec vous-même pour chasser le pouvoir. Donc, par des moyens démocratiques. Par exemple, si Kabila s'en va et qu'il y a quelqu'un de sa famille, un mot qui prend la place, est-ce que c'est ça l'alternance? Ce sera toujours le PPRD qui continue. Ce n'est pas véritablement ça l'alternance. Donc il y a ce débat-là. Et moi, si vous demandez mon point de vue, je considère qu'il y a alternance chaque fois qu'il y a une famille politique, un groupe politique qui était au pouvoir, se présente aux élections, il est battu, une nouvelle famille politique prend la place, vient avec un autre programme, avec une autre manière de faire les choses. En ce moment-là, on peut dire véritablement qu'il y a alternance démocratique dans ce pays. Maintenant, un autre terme, renouvellement de la classe politique. Qu'est-ce que signifie classe politique? La classe politique, c'est l'ensemble, dans une société donnée, des hommes et des femmes qui ont pour activité la politique.
et qui sont là pour diriger la société globale de sa jeunesse, pour qu'il y ait alternance démocratique. Quel est le rôle que la jeunesse, les jeunes que vous êtes, vous pouvez jouer pour que dans notre pays, qu'il y ait alternance démocratique et quelles sont les difficultés qui sont sur notre chemin? À mon avis, pour qu'il y ait alternance démocratique, il faut qu'il y ait élection démocratique. Parce qu'on ne va pas chercher à avoir l'alternance par la violence. Ça, c'est le plus démocratique. L'alternance démocratique. Pour qu'il y ait alternance démocratique, il nous faut qu'il y ait des élections libres, honnêtes, transparentes. Il faut que la vérité des urnes soit respectée, que la volonté de notre peuple soit respectée. Pour qu'il y ait alternance démocratique, il faut qu'on applique et qu'on respecte l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article 21 dit que tout pouvoir, toute autorité dans n'importe quel pays doit reposer sur la volonté du peuple. Volonté exprimée à intervalles réguliers, pourquoi nous nous battons pour les délais constitutionnels, volonté exprimée à intervalles réguliers à travers des élections honnêtes, transparentes. C'est cet article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme pose la base, la voie à suivre pour qu'il y ait un pouvoir légitime, démocratique dans un pays et pour qu'on arrive à avoir une alternance démocratique dans un pays. Donc, il faut passer par les élections. Vous savez, ça n'a pas toujours été comme ça, les élections. Le choix des dirigeants dans l'histoire, il y avait d'autres manières de pouvoir élire, de choisir des dirigeants. Ça pouvait se faire parfois par tirage au sort. C'était une façon. Vous vivez tous les jours quand il y a un match de football, on dit, mais qui commence? Tirage au sort. C'est une façon de choisir des dirigeants. C'était parfois les oracles, on posait les questions aux devins. Quel est le bon dirigeant? Parfois par la cooptation. Mais après cette longue évolution de l'humanité, on est arrivé à un niveau où aujourd'hui on considère que les élections sont la voie obligée pour un peuple de choisir ses dirigeants de manière transparente. Notre souci, notre stratégie, c'est de faire en sorte que, aux prochaines élections, la majorité présidentielle doit être battue et que le pays puisse tomber entre les mains des dirigeants du rassemblement, des forces qui sont regroupées aujourd'hui au sein du rassemblement. Donc nous avons besoin de la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse doit faire aujourd'hui? D'abord, nous avons besoin des jeunes qui sont éduqués, bien formés, bien instruits. Si nous avons une jeunesse éduquée, instruite, bien formée, qui suit les affaires, une jeunesse citoyenne, c'est-à-dire une jeunesse qui est préoccupée par la vie nationale. Parce qu'une jeunesse qui est bien formée, bien instruite, c'est une jeunesse qui saura se prendre en charge et en même temps prendre en charge la société, le problème du pays. Et on a besoin de cette jeunesse instruite, formée, éduquée, qui est constante, qui est consciente de ses responsabilités dans la société. Une jeunesse qui veut être utile à elle-même pour améliorer la vie, mais aussi et surtout qui doit être utile à la société, utile à la communauté. Et donc, le rôle majeur que les jeunes doivent jouer dans notre pays aujourd'hui, pour qu'on arrive à l'alternance démocratique dans notre pays, c'est de veiller absolument, de rester vigilant pour que les prochaines élections soient des élections libres, honnêtes et transparentes.
que la volonté du peuple, la vérité des urnes soit respectée. Ça, c'est un. De deux, il y a le choix des dirigeants. Les partis politiques, UDA, notre beau pays, LPP, mon parti et d'autres partis, on vous dira, bon, la mission des partis politiques, c'est de conquérir le pouvoir et de les exercer, d'exercer ce pouvoir le plus longtemps possible. Les politologues ajoutent aujourd'hui, les politologues ajoutent en disant, conquérir le pouvoir, oui, l'exercer le plus longtemps possible, oui. Je voulais féliciter l'orateur de ce jour. C'est un grand professeur que je connais bien personnellement. Mais je voulais juste poser une ou trois questions. Monsieur le professeur, il n'y a pas longtemps, je vous ai suivi sur la question de l'alternance. Vous parlez bien de la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a de cela 2 jours que le dialogue vient commencer. On ne voit pas la présence de la jeunesse dans ce dialogue. Il y a des questions techniques essentielles qu'on est en train de discuter là-dessus, que la jeunesse ne se retrouve pas. L'alternance, oui, c'est bien. Vous avez soulevé la situation de l'alternance. Prenons l'exemple de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Parce que vous avez bien parlé. Parce que vous avez bien parlé de l'alternance, le pouvoir de gauche à droite, de droite à gauche. Le pouvoir de gauche à droite, de droite à gauche. Moi, je ne partage pas les mêmes points de vue que vous. Parce que, prenons l'exemple de la Russie aujourd'hui. Non, mais laissez-le parler. Il est doctrinaire. Je le connais très bien. Écoutez, est-ce que l'exemple de l'Afrique du Sud aujourd'hui n'est pas l'alternance politique comme la démocratie modèle pour nous en Afrique? Et de deux, les vues juridiques que nous allons constater ici 3 mois, comme avocat, quel est votre point de vue? Merci beaucoup pour la parole. Je me présente, Rodrigue Ramazan, vice-président national de la Ligue des jeunes de l'Envoi. J'aimerais poser une question un peu plus technique. Aujourd'hui, j'aimerais que la salle ne s'excite pas parce qu'apparemment, on oublie que nous sommes dans une conférence de base. J'aimerais dire ceci. Aujourd'hui, il est à constater que les forces politiques se sont réunies autour du rassemblement, ce qui est une très bonne chose. D'ailleurs, pour nous, l'opposition, on l'a toujours souhaité. Et nous militons aujourd'hui pour qu'il y ait des élections dans les délais constitutionnels. La difficulté dans tout ça, nous le connaissons. Tout ce qui peut nous permettre, tout ce qui pourra permettre aux élections d'être organisées ne sont pas encore réunis. Donc la difficulté est que les élections présidentielles n'aura pas lieu dans le délai constitutionnel. Ça, au moins, nous pouvons tirer ces conséquences-là. Mais la difficulté est que la constitution congolaise aujourd'hui prévoit une transition constitutionnelle. Je crois que je n'enseigne pas, je n'informe pas l'éminent professeur Tchibangu qui est ici présent. Ma question est la suivante. Notre combat au sein du rassemblement, c'est que nous puissions aller aux élections. Nous savons que ça ne va pas arriver, donc la conséquence est qu'il faut qu'il y ait une transition politique. N'est-ce pas? Dans le cas où les élections n'auront pas lieu, les élections présidentielles n'auront pas lieu, il faut aller vers une transition politique. Ma question est la suivante. Au regard de la Constitution qui prévoit cette transition constitutionnelle et notre combat au sein du rassemblement, quelle est la solution que vous, nos autorités au sein du rassemblement, vous préconisez par rapport à cela? Merci. Pose la question relative à la composition de la CENI. Je dois vous avouer que moi, je m'étais exprimé à titre personnel plusieurs fois sur cette question. J'ai toujours considéré que la composition de la CENI, telle qu'elle a été définie dans la loi de l'appliquer, c'est une mauvaise
c'est une mauvaise solution. Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'ai toujours considéré que la CENI devait être considérée comme la FIFA. On n'a pas à prendre des joueurs, des dirigeants des équipes de football, les mettre à la FIFA. Il ne faut pas être juge et joueur, arbitre et joueur à la fois. Je ne vois pas pourquoi le PPRD peut prendre son cadre dirigeant, un de ses dirigeants comme Bachir Guigé, en faire le vice-président de la CENI et dire que Bachir Guigé est indépendant. C'est la foutaise. Vous comprenez même ce que c'est prendre des Congolais pour des imbéciles. Bachir Guigé, le matin, il est député du PPRD à l'Assemblée nationale. L'après-midi, il est vice-président de la CENI. Il dit bon, comme par magie, il est devenu indépendant. Il ne reçoit aucune instruction du président Kabila. Ça, c'est prendre les Congolais pour des imbéciles. Donc, moi, j'ai toujours considéré que la CENI devait être composée exclusivement de la société civile. Des gens qui ne dépendent pas des partis politiques, qui ne sont pas désignés par des partis politiques. Les partis politiques, leur rôle, c'est ce que nous faisons ici, avec UDA. Recruter nos cadres, les former, les éduquer, leur donner la conscience citoyenne pour qu'ils soient en mesure de se prendre en charge, de prendre en charge la main. C'est ça le travail des partis politiques, l'éducation civile de la population, le recrutement des futurs dirigeants, le recrutement et formation des futurs dirigeants de demain. C'est ça notre travail. Pas aller nous asseoir à la cible. Donc je ne suis pas d'accord avec la solution que vous avez vu, c'est même tellement ridicule que dernièrement, les gens que nous présentaient comme des indépendants, lorsque le G7, les partis du G7 ont été exclus de la majorité, on a dit bon, alors, certains membres de la CENI qui étaient proposés par les partis du G7 qui viennent d'être exclus doivent quitter et laisser la place. Ça signifie qu'ils n'étaient pas indépendants. Voilà, le ridicule. Ça signifie qu'ils n'étaient pas indépendants. Voilà. Donc, monsieur Gaulle, je suis d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont la CENI est composée. Bon, mais les positions ont dit bon, on décide que c'est comme ça. Mais pour moi, il faut changer. Les jeunes ne sont pas au dialogue, et puis on va former un gouvernement de transition. Que faire pour arrêter le plan de M. Gabi? Voilà. Il faut savoir ceci. Qu'est-ce qu'on devait aller faire au dialogue? C'est la question. Pour nous, au rassemblement et au niveau de la direction, au niveau de la Lévi, pour nous, le dialogue, d'abord on était contre ça. Parce que pour organiser les élections, arriver à l'alternance, on n'a pas besoin de dialogue. Il y a des pays africains qui organisent des élections tous les jours ici, il n'y a pas de dialogue. Au Gabon, voilà, on va voter demain au Gabon. Il n'y a pas eu de dialogue au Gabon. Demain, on vote au Gabon. Au Gabon, ça a 1 heure d'avion d'ici. 1h20, 1h30, vous êtes à l'économie. Donc, bon, Zambie a terminé, le Congo a été réuni, là, parce qu'il y a eu un dialogue. Donc, nous avons considéré que ça, ce sont des manœuvres du président Kabila, qui ne voulait pas organiser des élections, détruire toutes les institutions de la République, les rendre illégitimes, pour arriver à sortir de la Constitution, dire bon, il faut qu'on fasse cette Constitution, elle est inapplicable, et jongler, manœuvrer pour avoir la possibilité de se représenter aux élections pour la 3e fois. Vous voyez, ça ne nous intéresse pas. Calendrier, tout de suite, nous devons aller aux élections. Bon, mais on a dit bon, il faut les extrémistes, il faut comprendre, il faut aller au dialogue, on dit bon, ok, allons au dialogue, mais alors, on ne va parler que des élections. C'est tout. Et pour nous, quand nous avons discuté avec des amis, on a dit, bon, le dialogue, tout au plus 100 personnes. 100 personnes. Pas des inaptitudes. On n'est pas arrivé là. Vous savez pourquoi nous avons refusé d'aller au dialogue. Les raisons sont connues, on ne veut pas arriver là-dessus. Et donc, comment on va contrecarrer Kabila?
je vous ai dit il y a un instant. Dans mon esprit, la Constitution, comme disait le général de Gaulle, c'est un esprit. Avant d'être une lettre, d'abord un esprit. Et dans l'esprit de notre Constitution, c'est de faciliter et de promouvoir l'alternance démocratique. C'est dit dans l'exposé des